Ces enjeux internationaux, ils nous conduisent au Soudan. 3 ans après le déclenchement du conflit entre l'armée et les forces de soutien rapide, le Soudan s'enfonce dans une guerre sans issue alors que les lignes de front se figent. Le bilan humain ne cesse de s'aggraver. Plus de 11 000 disparus selon le Comité international de la Croix-Rouge, des millions de déplacés et une population massivement dépendante de l'aide humanitaire. Frappes de drones meurtrières, famine, effondrement des infrastructures. Pour l'ONU, il s'agit désormais de la pire crise humanitaire au monde dans un conflit où ni les belligérants ni leur soutien ne semblent prêts à reculer. Pourquoi un tel enlisement? Bonjour Clément Dehaye. Bonjour. Vous êtes anthropologue et chercheur à l'Institut de recherche pour le développement au laboratoire Prodige. Alors quel bilan tirer de ces 3 ans de guerre? Alors aujourd'hui, on rentre dans la quatrième année de la guerre au Soudan et le premier bilan, c'est qu'on est en effet face à un enlisement extrêmement fort de cette guerre, que les belligérants ne souhaitent absolument pas faire la paix et que les premières victimes sont les populations civiles. Puisque cette guerre, alors comme toute guerre, a des conséquences civiles, mais ce qui est spécifique peut-être à la guerre soudanaise, alors ce n'est pas le seul cas mondial, c'est que les civils sont des cibles des belligérants. On l'a vu lors de nettoyage ethnique, puisqu'ils ont été qualifiés comme cela par les Nations Unies à El Geneina et à El Fasher en novembre dernier, qui ont fait plusieurs dizaines de milliers de morts. On le voit aussi avec les frappes de drones de chaque belligérant sur les hôpitaux et sur les marchés. Et donc vraiment, on a une guerre qui s'enlise, qui est dure et qui cible particulièrement les populations civiles. Clément Dehaye, je sais que c'est un exercice que je vous demande à chaque fois qu'on se voit, mais pouvez-vous nous rappeler en quoi cette guerre consiste, qui elle implique et quels en sont les enjeux? Bien sûr, alors il y a deux côtés. Il y a le côté de l'armée soudanaise et le côté des forces de soutien rapide. Ces deux forces armées, il ne faut pas d'abord les mettre dos à dos, puisqu'elles ne sont pas exactement similaires. Elles ont des bases sociales qui sont différentes et c'est ce qui explique en grande partie la durée de ce conflit. Et ces Lesquels? bases Parce que sociales, voilà, j'y viens. Ces bases sociales, alors du côté des forces de soutien rapide, qui sont un petit peu les rebelles, ce sont des gens qui viennent plutôt du Darfour, qui recrutent essentiellement dans ce qu'on appelle les communautés dites arabes du Darfour, des régions périphériques du Soudan. Et donc, ils ont une base sociale importante et cette base sociale les soutient parce qu'ils voient dans cette guerre l'occasion historique de prendre part au pouvoir, enfin, après la colonisation et après le pouvoir qui a été contrôlé par les élites dites du Nil au Soudan. Et voilà, de l'autre côté, vous avez l'armée soudanaise qui a été associée au pouvoir depuis l'indépendance et qui, elle, recrute ses officiers essentiellement dans les élites nord-soudanaises. Et on a vu, alors il y a eu une révolution au Soudan en 2019 avec une contestation, y compris dans les zones du Nord-Soudan et dans les élites. Et on a vu avec cette guerre, voilà, ces élites nord-soudanaises se restructurer et aller en soutien vers l'armée soudanaise face aux forces de soutien rapide. Donc on a vraiment une cristallisation des affrontements qui sont sur des bases également sociales, économiques au Soudan aujourd'hui. oui, avec donc effectivement, lorsqu'on se souvient de cette guerre et de ce début, une véritable aspiration démocratique. Mais Clément Dehaye, j'ai l'impression que pour qu'une guerre soit comprise, il faut que, dans son souci de simplification, l'opinion publique trouve des gentils et des méchants. Je le dis de manière volontairement grossière. Et dans le cas du Soudan, est-ce que c'est ça qui est impossible ou alors pour vous, il y a effectivement un pouvoir légitime et un autre qui ne l'est pas? Ouais, c'est tout le problème de la guerre soudanaise et ça a été tout le problème de son invisibilisation et du manque d'action diplomatique. C'est que finalement, on a renvoyé dos à dos les deux acteurs parce que, Mais on a en eu tort effet, selon vous? d'un côté, il y a l'armée soudanaise qui est issue d'un coup d'État qui a mis fin à une transition démocratique et de l'autre côté, on a un groupe paramilitaire qui est impliqué dans le génocide au Darfour dans les années 2000. Donc évidemment, sur le papier, on a deux C'est acteurs difficile de qui choisir. sont compliqués. Néanmoins, je pense que c'est également une erreur parce que ces deux acteurs ne sont pas égaux. On a en effet une armée soudanaise qui est illégitime politiquement, mais qui reçoit aujourd'hui le soutien de la majorité de la population soudanaise et qui, dans l'ordre de grandeur des crimes,
est moins criminel que l'autre. Et donc, cette guerre va devoir finir parce que ce qui se passe de manière très concrète, hein, du côté des RSF, c'est qu'on a quand même 2 nettoyages ethniques en 3 ans avec des soupçons de génocide à El Facher. Hein, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la mission d'enquête des Nations Unies. Et un État qui s'est mis en place du côté des RSF, qui est un État de facto mafieux, qui recrute de manière forcée les enfants, qui réduit en esclavage sexuel les femmes, etc. Donc, dans cette optique où il n'y a pas forcément de gentils dans cette guerre, il y a quand même un acteur qui est pire que l'autre. Justement, pourquoi cette guerre dure-t-elle aussi longtemps? Est-ce que ces 2 entités sont aidées par des pays tiers qui sont ceux finalement qui financent ou qui apportent du matériel pour que cette guerre dure, Clément Dehaye? Alors, cette guerre, elle dure longtemps parce que d'abord, ces 2 belligérants ont une base sociale. C'est une raison soudanaise à la base, parce que ces 2 belligérants ont des soutiens qui leur permettent de continuer la guerre à l'extérieur. Donc, ce sont ces 2 raisons qui sont complémentaires et qui permettent d'expliquer la continuation de la guerre. Les acteurs extérieurs, donc au premier titre, les Émirats arabes unis du côté des forces de soutien rapide, qui soutiennent massivement cette force paramilitaire, permettent aux acteurs de continuer la guerre. Ce n'est pas la raison pour laquelle ces acteurs font la guerre, et il ne faudrait pas confondre l'agenda des Émirats arabes unis avec l'agenda des acteurs locaux soudanais, hein. Ils n'ont pas forcément le même agenda politique. Néanmoins, il est important de rappeler que ces pays, au premier titre, les Émirats arabes unis du côté des forces de soutien rapide, mais également l'Égypte, l'Arabie saoudite, l'Iran et la Turquie du côté de l'armée soudanaise, permettent aux acteurs de se maintenir dans la guerre et de maintenir un niveau d'intensité extrêmement fort dans ce conflit. Bon, donc ça, c'est déjà une réponse claire. Comment peut-on imaginer une fin de ce conflit? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, hein, le territoire soudanais pourrait être scindé? Ou comment peut-on imaginer donc une fin de conflit? Ah, il est compliqué de lire ce conflit dans les années à venir parce que cela dépend de beaucoup de facteurs, notamment de facteurs internationaux, régionaux, mais également de facteurs d'épuisement de la population, de capacité des acteurs à négocier. Néanmoins, ce qu'on voit actuellement, c'est de facto, il y a une séparation du pays. Entre l'Ouest qui est tenu par les forces de soutien rapide, qui a mis en place un gouvernement, alors un gouvernement prédateur, mafieux, mais un gouvernement quand même, et de l'autre côté, les 2 tiers du pays tenus par l'armée soudanaise. Le front est gelé, donc de facto, on a une séparation. Néanmoins, cette séparation, elle n'est pas voulue par les acteurs. L'objectif reste de gagner la guerre, de prendre la capitale et de prendre le pouvoir. Donc, tant que ces acteurs auront cet objectif, il n'y a pas de résolution pacifique au conflit. Et c'est pour ça que les négociations internationales et les actions diplomatiques ne fonctionnent pas, parce que les acteurs souhaitent toujours la victoire. La guerre au Proche-Orient, est-ce qu'elle a des conséquences sur ce conflit? Je ne sais pas, la guerre, notamment bien sûr en Iran. Elle a, elle a 2 types de conséquences. La première, la plus évidente, celle qu'on attendait, peut-être n'est pas devenue, c'est qu'on pensait que les Émirats arabes unis allaient un petit peu leur soutien militaire et financier allait se tarir vis-à-vis des forces de soutien rapide. Or, on voit pour l'instant que ce soutien continue et se maintient. Si la guerre en Iran avec le détroit d'Ormuz maintient et continue d'être bloquée, peut-être que les Émirats arabes unis n'auront plus les moyens militaires et politiques de soutenir les forces de soutien rapide. Ce qui est plus intéressant, c'est que ça a entraîné un changement diplomatique et politique du côté de l'armée. Du côté de l'armée soudanaise a un lien historique avec l'Iran, qui a fourni des drones, de la formation militaire depuis le début de cette guerre. Et l'armée soudanaise a décidé de se distancer de l'Iran et de soutenir les pays arabes du Golfe. En faisant cela, l'armée soudanaise répond à une demande de certains de ses alliés, que sont l'Arabie saoudite et l'Égypte, de se distancer de sa composante islamiste. Il y a une composante du mouvement islamique soudanais extrêmement forte dans l'armée et du côté de l'armée. Donc c'est ce qui rajoute une difficulté supplémentaire, puisque Cela rajoute en effet une difficulté supplémentaire et ce qui explique que le soutien d'un certain nombre de pays de la région auprès de l'armée ait été jusque-là limité. Mais l'armée a besoin également de ces cadres du mouvement islamique soudanais pour diriger l'État et pour la mobilisation populaire. Mais Et est-ce donc, que c'est pas un risque, pardonnez-moi, je vous ai coupé, allez-y. Clément Dehaye, est-ce que c'est pas un risque supplémentaire? Parce que vous nous avez dit, bon, finalement, on voit pas de fin évidente à ce conflit, on voit même pas, en fait, quelle solution pourrait être proposée aux 2 parties. Est-ce que le risque donc, d'un enlisement de ce conflit, ça fait déjà 3 ans qu'il dure,
pourrait donner lieu, par exemple, à une sorte d'effervescence des mouvements djihadistes au Soudan. Alors non, probablement pas, le risque islamiste qui a été, parfois, agité, Il peut légitimement en faire peur. par des diplomates européens n'existe que très peu parce que le mouvement islamique soudanais est structuré depuis les années 80 autour des frères musulmans, soudanais. Ils ont eu le pouvoir entre 89 et 2019. C'est un mouvement politique structuré qui a des associations, qui contrôlent un certain nombre d'organismes et qui ne vise pas un djihad international ou même un djihad local. C'est-à-dire que le mouvement islamique soudanais vise la prise du pouvoir ou la reconquête du pouvoir en tant que mouvement politique soudanais. Et donc il y a un risque peut-être pour les populations locales qui ont vécu sous le régime islamiste soudanais pendant 30 ans et qui ne veulent pas le revoir, parce qu'ils ont fait la révolution contre ce régime-là, qui ne veulent pas le revoir arriver. Néanmoins, internationalement, il n'y a pas vraiment de risque. Cela ne comporte pas de risque. Ce qui est plus important, c'est que l'armée soudanaise est en train de s'en distancer et a arrêté un certain nombre de ses leaders et essaye de reprendre la main vis-à-vis de ce mouvement islamique soudanais qui est aujourd'hui extrêmement fracturé. Un mouvement donc fracturé, dites-vous, et sur le plan donc du pouvoir, il n'y a pas véritablement d'alternative. On ne peut pas dire qu'on ait affaire à l'affrontement de deux idéologies, de deux politiques. Ce sont essentiellement deux groupes qui sont en prise pour le pouvoir. Ce sont deux groupes qui sont en prise pour le pouvoir, qui ont des bases sociales, et donc c'est un projet politique, parce que le projet politique derrière les forces de soutien rapide, c'est de casser la domination historique des élites du Nord-Soudan. Et de l'autre côté, le projet politique, c'est de maintenir ce pouvoir. Donc on a évidemment un projet politique qui n'est pas forcément idéologique, mais qui est politique. Merci Clément Dehaye. Vous êtes anthropologue, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement, et merci de nous avoir parlé de ce conflit au Soudan. Dans quelques